Salam alaikum Azul, bonsoir. Il y a 40 ans, un 27 décembre, a disparu le président Houari Boumediene, de son vrai nom, Mohamed Boukhroba, Rabbi Rahmou. Abban Ramadan, Rabbi Rahmou. Lui aussi est mort un 27 décembre, lâchement assassiné par ses propres compagnons d'armes. Inutile de préciser qu'il n'y a rien de commun entre les deux hommes. De son vivant, Houari Boumediene était littéralement adulé. Ses photos trônaient partout et le régime entretenait en sa faveur un véritable culte de la personnalité. Bain de foule, discours fleuve, entrecoupés d'interminables applaudissements, etc. Avec le recul du temps et la libération de la parole, les langues se sont déliées et le personnage est apparu sous un jour bien moins flatteur. Je m'abstiendrai d'en dire plus. Laissons la parole à nos invités. Aujourd'hui. TSA, dossier Boumediene, un parcours marqué du sceau de la controverse par Nidal Aloui. Algérie 360. Cela s'est passé il y a 40 ans. Décès de Houari Boumediene par la rédaction. TSA, 40 ans après sa mort, l'héritage de Houari Boumediene divise les Algériens par Faisal Metaoui. Houari Boumediene, funeste ou providentiel? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai avec moi au téléphone Montassar Batroun, journaliste et historien, Saad Bouakba, journaliste, éditorialiste à Al-Khabar, Boukhalfa Ben Mamar qui sera avec moi sur le plateau, qui va me rejoindre bientôt. Saad Bouakba, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, barakallahu fik. Alors, Saad Bouakba, donc vous pourrez vous exprimer dans la langue que vous préférez, français ou arabe. Oui. Aujourd'hui, du temps de Boumediene, les Algériens étaient quasi unanimes. Boumediene était littéralement un héros vivant. Tout le monde l'adorait, tout le monde l'applaudissait. Il trônait partout, sa photo était partout. Mais depuis quelque temps, les gens, beaucoup de gens disent de lui qu'il est la cause de tous les malheurs actuels, qu'il a été à l'origine de cet esprit de coup d'État, de cet esprit de dictature, de despotisme, de répression, de surveillance des populations, de manipulation, etc. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, Saad Bouakba? والله فيه شيء من الحقيقة ولكن فيه شيء من التجني. الرجل المسار تاعو بدا بالقاهرة، كان طالب تاع الدراسة لا باس عليه. ترك مقاعد الدراسة وراح يتدرب على السلاح، كيفاه يدخل في الثورة ويحرر بلاده، وثم ركب في باخرة مليانة بالسلاح ونزل في الغرب الجزائري، ولا يدرب في المجاهدين على السلاح اللي كانوا ما يعرفوش استعمال السلاح العسكري، ثم ترقى حتى ولا قائد ولايه، وبعدين اسند له لقياده الاركان، وهو في الحقيقه بهذه الصفه ولا كانه الشعب الجزائر قائد جيش التحرير. يعني هذا جانب قائد معارك كما معركه طلوطن في الغرب الجزائري. الرجل في هذه الصفه ما كان لا غبار عليه. في المعركه بين القياديين اللي نشبت بين السياسيين والعسكريين بعد مؤتمر صومان، الجروح بين طرفي الرحى، بين المؤسسه العسكريه التي تشتغل في الداخل وتكافح بالاستعمار، وبين السياسيين الموجودين في الخارج واللي يحوسوا يشططوا الكفاح المسلح ويوظفوه لصالحهم. والجروح في نصف هذه المعركه كقائد لجيش التحرير قسم ليطاماجور، وهنا وقع في معارك كان لها تاثيرها على المسار السياسي اللي وقع في 62 بطبيعه الحال، الانعطاف نحو الاشتراكيه والانحراف
الحزب الواحد والتعدديه. ولكن سعد بوعقبه، ولكن يعني باش ما نقفزوش على المراحل المهمه اللي تميز هذا الرجل، هي في 62 الحاجه الاولى اللي دارها هو ان خذا السلطه بالقوه، خذاها نحاها الناس اللي كانت عندهم شرعيه نوعا ما، والجيش تاع اللي جاه في الطريق باش ما يخليوش يدخل للجزائر تاع ولايات 3 و4، ضربهم بالسلاح وقتل منهم مئات على المجاهدين اللي من بعد كتبوا على حساب الشهداء، ولكن اللي قلت لهم جيش الحدود اللي كان هو على راسه. هنا لابد من تصحيح غلطه تاريخيه راه مرتكبه. الصراع بين العسكري والسياسي ما بداش بومدين، بدا قبل. لا احنا نعرفوا باللي عبار رمضان صفاه ما صفاش بومدين وجماعته، صفاه واحد يتروى به. يعني الصراع كان داخل السياسيين انفسهم. يعني وانا قال لي المرحوم كافي، قال لي عبار رمضان لو كان ما قتلوش اللي تروى به كان يقتلهم هو. يعني الصراع كان قبل الاستقلال، ماهوش بعد الاستقلال. لا ولكن في الاستقلال جيش الحدود ادى السلطه بالقوه، بالقمع، بالتصفيات، بالقتل، اداها والناس اللي ما كانوش معاه دخلهم للسجون وهربهم من البلاد، والناس اللي معاهم طرشاو ناس ودخلوهم معاهم بالرشوه. يعني هذا لم يتم فقط في 62، هذا تم في 63. لان انا كان تعرف اللي كل الناس وافقت على الانتخابات التاسيسيه بمجلس وطني تاسيسي، وتمت الانتخابات، كل الناس شاركت في حتى اللي كانوا مناوئين لدخول جيش الحدود واستلام الحكم هو وبن بله وافقوا على المجلس التاسيسي، وتم انتخاب مجلس تاسيسي وشاركت فيه الناس كل بما فيها بودلا، بما فيها عباس فرحات عباس، بما فيها آية أحمد، كل الناس شاركت يعني في المجلس التاسيسي. الانقلاب وقع بعد المجلس التاسيسي، بعد الاستقلال. هنا يتحمل فيه مسؤوليه ربما لانه حماد بن بله اللي استولى على السلطه وحده وحماه حتى ال 65 وانقلب عليه، هنا يتحمل المسؤوليه صح. ولكن سعد بوعقبه اليوم عندنا شهادات باللي بومدين بعث له بوتفليقه بن بله لما كان في الحبس في لا بريزون دولني، باسبور ماروكان، راح له للحبس بالتوافق تاع دوغول، وشافوا في الحبس وبروبوزا اقترح اولا على بوضياف، قال له تولي رايس بالصحة على شرط تخلي بومدين فيس بريزيدون ومينيس لا ديفونس. لما بوضياف ما قبلش عرضها على بن بله اللي قبل. بومدين اللي عرضها على بن بله قبل الاستقلال باش يولي الرئيس على شرط انه يديروا فيس بريزيدون ومينيس لا ديفونس. هذه صحيحه، والصحيح ايضا انه عرض على قلهاني ولا المرحوم مهري قبل ما يعرض على بوضياف ولا بن بله، عرض على مهري ومهري رفض له، ولهذا ما سالوش بعد 62 خلاه استاذ في الثانوي حتى مات عاود رجع للسلطه. هنا بين لك باللي المجموعه تاع بومدين ما كانتش بذلك القوه اللي متعطشه للسلطه ولا كذا، ولا عندها القوه باش تستلم الحكم، كانت تحوس على شاب وتديروا فيها. لو كانت قادره كانت مدن. وهنا الضعف ماهيش قوه بومدين، وانما ضعف في المجموعه السياسيه اللي كانت تطحن فيما بينتها على من يستلم الحكم. اذا كان هو نحاسبه على انه استغل المؤسسه العسكريه، نحاسبه ايضا السياسيين لانهم ما عملوش ما يجب من اجل القياده الجماعيه للثوره، واللي جاءت اساسا في اول نوفمبر كرده فعل على القياده الفرقيه تاع مصالي اللي نصب روحه صنم على الثوره، وبالتالي جاوا مجموعه من الشباب وداروا الثوره وداروا القياده الجماعيه. هذه القياده الجماعيه هي اللي تكسرت في 62 في مؤتمر طرابلس، وكل واحد دار حزب الثوره الاشتراكيه حزب اشتراكي، وواحد دار البيارات حزب اشتراكي، وواحد دار لفافاس حزب واحد البيارات، كلهم اشتراكيين. وبن بله دار الحزب الحاكم، دار جبهه اللي هي جبهه ماهيش حزب وحولها الى حزب اشتراكي. يعني في النهايه المشروع كان واحد، ولكن هم اختلفوا على الكرسي،
واذا الامر ما يوليش على الجيش وحده، يولي ايضا على المجموعه السياسيه اللي ما كانتش في المستوى عندما تم الاستقلال، والمفروض انهم يديروا قياده جماعيه ولا يديروا تعدديه مقدوده. قعد معنا سعد بوعقبة. منتصر أوبترون, si nous devions parler d'abord de cette fameuse histoire de Boumediene qui envoie Bouteflika à la prison d'Aulnay pour rencontrer les historiques et leur proposer ce fameux deal. Vous êtes président, à condition de me désigner comme votre vice-président et ministre de la Défense. Est-ce qu'il ne voulait pas déjà préparer la prise de pouvoir? Parce qu'à l'époque, il était inconnu au bataillon, le peuple algérien ne le connaissait pas, il ne pouvait donc pas être le président. Est-ce qu'il n'a pas utilisé ces historiques pour préparer sa future accession au pouvoir, Montassar Oubetron? Bon, laissez-moi d'abord commencer pour vous dire que Boukhrouba Mohamed, alias Houari Boumediene, n'a pas le profil du militant nationaliste traditionnel tel que Karim Boulaïd, Mansour Boudaoud, passé par l'école indépendantiste du PPA. Il n'a pas ce profil. C'est quelqu'un qui a fait des études dans l'école française pour son primaire et un petit peu, il a étudié le Coran dans sa ville natale, Ouled Abdi. Et puis, il est parti. On a un témoignage très important de Ali Khari qui parle du jeune Boumediene à l'école Ktania de Constantine, quand ils ont essayé de l'approcher pour l'intégrer dans une cellule de militants du PPA. Il leur a répondu que son père l'avait envoyé faire des études et ne pas faire la politique. Après, ce jeune qui part au Caire, il réapparaît, il est venu d'abord, il est venu dans un bateau, enfin un bateau c'est un peu exagéré, c'est du yacht, un petit yacht de la femme du roi de Jordanie, de Dina, et puis qui a accosté, il a amené une quantité d'armes modestes qui était envoyée à l'ALM, l'armée de libération du Maroc, et une partie devait aussi passer à l'ALN, l'armée algérienne. Bref, il s'intègre au Maroc, parce que là, comme vous savez, après le 54, la wilaya 5 n'était pas dotée d'armes. Ben Mhidi a quitté le truc après le 54, il a rebroussé chemin sur Alger. Et la direction Boussouf, etc., après la de Ben Abdelmalek Ramadan. Donc le QG de la wilaya 5 n'était plus à l'intérieur de l'Algérie, il était au Maroc. Voilà, arrivé au Maroc. Est-ce qu'il a combattu à l'intérieur ou est-il tout le temps resté à l'extérieur pendant la Révolution? Écoutez, il y a un seul livre de Khelladi qui date de l'année passée qui dit qu'il est rentré. Enfin, il a combattu à l'intérieur, ça me semble. On n'a pas d'indication de combat. On a une information à vérifier qu'il soit rentré. On sait que par exemple que Bouteflika est rentré une fois jusqu'à Saïda dans une inspection, il a fait un truc. Alors, question de combat, ça m'étonne, personnellement, ça m'étonne pas. L'essentiel, ce monsieur avait un grand sens de l'organisation. Il était chez l'équipe à Boussouf. Il a commencé dans les transmissions, etc. Il y a eu même une dispute entre Boussouf et Abban Ramadan. Quand Abban Ramadan avait quitté le pays après la bataille en février, quand il est arrivé à Abban pour inspecter au Maroc, il a fait des remarques à Boussouf en lui disant comment se fait-il que vous promettez Boukhrouba au grade de capitaine alors que dans d'autres régions, il y a des gens qui sont vieux, qui ont fait plus d'épreuves et qui n'ont pas pu, c'est-à-dire accéder à ce grade. Donc Boumediene, il est resté, il n'est pas militant nationaliste, mais c'est un gars persévérant et très organisé. Il va évoluer. Il va devenir important avec la crise, justement, et l'évolution de la révolution. D'ailleurs, lui, il a été appelé à la rescousse lors de ce qu'on appelle le procès l'Amouri. Où il a assumé le rôle de président du tribunal.
Voilà, on l'a appelé comme juge parce que rien ne va plus. Il y a eu d'abord une constitution. Bon, les 3B ils ont constitué ce qu'on appelle le SIG, Comité interministériel de guerre. Ils ont créé 2 commandements opérationnels, le COM-Est, il avait à sa tête Mohamed Saïd, et le COM-Ouest, il avait Boumediene. Donc quand la déconfiture a commencé à l'Est, ceux qui étaient organisés d'une manière hiérarchique, disciplinée, etc., système Boussouf, c'était le côté Boumediene. Donc ils ont dissous le COM-Est avec l'affaire de l'Amouri, ils l'ont appelé pour qu'il soit juge. Chacun disait, moi je maîtrise. Boussouf, il dit que c'est mon homme. Il y avait qu'à partir du procès de l'Amouri. Et qu'est-ce qu'il a rendu comme verdict? Ça a été la condamnation à mort et l'exécution de l'Amouri, de Nouaoula et de Ouachria. Et beaucoup d'autres ont été, c'est-à-dire condamnés à l'emprisonnement, à la dégradation, etc. C'est une longue histoire. Et avant, il y avait aussi... comme on dit, il y a des gens qui font l'histoire. Il y a des gens qui sont faits par l'histoire. Boumediene, il a été fait par l'histoire, c'est-à-dire il a été à un moment donné, dans un lieu donné. Donc, assumons ce rôle de... Oui, mais Montasser Boutron, plus tard, avant l'indépendance, quand il est devenu chef d'état-major général, l'EMG, oui. Pourquoi ne s'est-il entouré que des officiers déserteurs de l'armée française à la tête de tous les commandements quasiment? Pas à cette époque. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait un commandant SDID, il y avait Slimane, Khaïd Ahmed, il y avait Menjri. Non, c'est pas là qu'ils s'étaient entrés. Au contraire, ils ont eu des disputes justement avec le cabinet de Klim, et quand il était ministre de la guerre, notamment avec le grand DAF appelé commandant Idir. Mais tout ça, c'est à partir de 61, vous avez parlé du départ de l'État sur la prison française. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'énigmes. Beaucoup d'énigmes. Bouteflika, qui était commandant, et les services français pouvaient assassiner toute personne. Ils pouvaient tuer tout le monde, surtout avec le Constantin Mennik. Ils pouvaient liquider n'importe qui. Donc comment se fait-il que Bouteflika puisse rentrer en France, même avec un passeport marocain, sans qu'on se rende compte? Et comment ça se fait que De Gaulle ait accepté de laisser rentrer un commandant de l'ALN, Bouteflika était commandant, un rebelle qui venait avec un passeport marocain? Comment a-t-il accepté qu'il rentre voir les prisonniers donnés? Est-ce que De Gaulle voulait que l'armée des frontières prenne le pouvoir par l'intermédiaire d'un président fantoche? De toute façon, De Gaulle était en pleine négociation. Il a joué plusieurs cartes. Donc, il a même pris des gens de l'ALN de l'intérieur qui ont à l'Élysée, etc. Donc, il voulait affaiblir, il voulait sortir avec ces conditions. Il a réussi une grande partie. Donc, ça peut être aussi dans ce schéma. Il jouait même à l'intérieur de la direction. Parce que la révolution n'est pas si parfaite qu'on veut nous la raconter. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un État il avait 5 bureaux militaires. Et c'est des gens qui ont de l'expérience dans l'intox, dans la guerre psychologique, et ils sont manipulés et continuent à manipuler jusqu'à aujourd'hui. Restez avec nous, Montasser Boutron, je reviens à vous pour vous parler du coup d'État de 62 justement. سعد بوعقبة في قضية هذه تاع بوتفليقة اللي الملك المغربي يدير له باسبور مغربي، من هذيك مشات عليه الدعاية بلي هو مغربي، وراح مشى لفرنسا واستقبلوه السلطات الفرنسيه، راك هو كان كوموندون تاع لايلان، دخلوه لا بريزون دولني باش تلاقى مع بوضياف، اخترع عليه هو الاول باش يولي رايس على كونديسيون يديرو فيس بريزيدون، بعد اخترع على بن بلا، بوضياف ما قبلش. كيف تفسر لنا هذه سعد بوعقبه؟ هو اذا لو كان نشوف المسار اللي اجرت فيها العمليه هذه، كانت المفاوضات ساريه،
وكانت الدوسيات اللي موجوده بين المفاوضين الجزائريين والفرنسيس، كانت بعض القضايا يشاوروا فيها المساكين، كانوا يرسلوا. انا قال لي سعد دحلب باللي باش يستلموا منهم تقعد فرنسا بالقاعده تاع المركز الكبير، قالوا لهم تخليوا لنا السبخه اللي تطير فيها فوقها طيارات من المركز الكبير. قال لي انا ما نعرفش المنطقه، بعثت بن بالله قال له لا ما تقبلش السبخه، لازم تكون خارج القاعده لان منها كاينه الطريق اللي تروح للمغرب. يعني معناها المفاوضات كانت تجري والناس كانت تتصل بالجماعه بالحبس لان هم اللي كانوا يشقطوا المفاوضات. يعني ماهوش غير هذه واحده. الثانيه ما قاله بطرون على حكايه هل بومدين دخل الحدود ولا ما دخلش، لما يقولوا باللي راهو استلم قياده الولايه الخامسه لمده معينه، هل يعقل ان واحد يستلم قياده الولايه ويبعد خارج ما يدخلش؟ ما كانش منها هذه واحده. الثانيه القضيه تاع العموري والعواشريه، يعبروا على صحيح ان بومدين كان هو رئيس المحكمه وعراق الشرع كان منجلي ولا اتذكر المحامي، ولكن الحقيقه ان الملف تاع التهمه ما جاش من قياده الاركان ولا من الجيش، جاء من القياده السياسيه اللي هي وزير الدفاع ولا اللي تروى به في الوقت هذاك، هما اللي وجهوا لهم التهم وقالوا لهم حاسبوهم على اساس انهم كانوا خونه يتعاملوا مع جهات اجنبيه سواء توانسه ولا المصاوره. هذه هي الحقيقه. اذا الجيش ماهوش هو اللي حاكمهم لان هو دار لهم التهمه، القياده السياسيه هي اللي وجهت لهم التهم. اذا القياده كانت هي اللي دارت لهم التهم سياسيه وليست تهم عسكريه. يعني العسكريين نفذوا الاراده السياسيه في اعدام هؤلاء وليس العكس. وكيف تفسر الاختيار تاع هذا الضباط لي ديزرتور دو لارمي فرونسيز، دارهم على راس الجيش تاع الحدود للدرجه وين العسكر الجنود تاع غرديماو تاع الجيش التحرير الوطني اللي كانوا في غرديماو جبدوا هذاك اللفظ يقول لك نحكموا الكريتا، منين يديروا لهم واحد من لارمي فرونسيز يقولوا اليوم نطلعوا الكريتا، يطلعوا لواحد البلاصه ويرفضوا. حتى بومدين هددهم قال لهم هذه الكلمه معروفه الناس يعرفوها، قال لهم منا وجاي اللي يدير مشكل كيما هك ندير له حجره في فمه، يعني نقتله. هذه قالها، هذه لم يقولها في الحدود، هذه قالها في شرشان لنسيب زروال الشريف عبد المجيد الشريف، ما قالهاش في الحدود. لا قالها مرتين، قالها في الحدود وقالها لعبد المجيد الشريف. لا قالها عبد المجيد الشريف مازال حي، جنرال عبد المجيد الشريف قالها له في شرشان، هو مازال حي، هو اللي قال له تزيد تهدر نحط لك حاجه في فمك على القضيه هذه. لكن هذه ايضا مغالطه لازم تعرفوها، باللي فرض المجموعات تاع اللي جايين من لارمي فرنسيز هو وزير الدفاع كريم بالقاسم وليس غيره، هما اللي فرضوا على جيش الحدود وعلى بومدين وليطاماجور بصفه خاصه انه يدخل هذه المجموعه على اساس انهم هما عندهم تكوين والجيش بلا تكوين ولازم يكونوا الجيش، وهو بالحقيقه كان يحب يكونتر كاري به التاثير تاع جيش التحرير اللي مجموعه المجاهدين اللي جاوا من الداخل اللي هما قائد احمد وبومدين ومنجلي اللي كانوا على علاقه بالجنرالات بالكورونالات اللي في الداخل، وبالتالي ما يعطيوا الاوامر تاع القياده السياسيه، كان يكونتر كاريهم بالضبط هذه الحقيقه، والناس راح تغالب في الراي العام في هذه النقطه بالذات. انا قال لي منجلي بنو ليا قال لي باللي كريم بالقاسم كان هو اللي راه الحكايه هذه، ومنجلي قال لي انا كنت من انصاره، ومدين كان ضد، وقائد احمد كان ضد، ولكن منجلي كان معاه الراي تاع كريم بالقاسم انه لا بد من تطعيم جيش التحرير بالضباط اللي جاوا من لارمي فرنسيز لانهم يحسنون التدريب. هذه هي الحقيقه. ولكن حتى من بعد الاستقلال فرضهم على راس الجيش كامل لي بوست دو كوموندمون قريب كانوا رجعوا لهذا لي داف لي ديزرتور لارمي فرونسيز، منهم مثلا العماري مثلا محمد العماري كان قبطان في ذاك الوقت، قعد شاف ديتا ماجور دي كرون طالجين بعد لافير تاع الزبيري حتى لوفاه بومدين. هذه ايضا مغالطه ولا بد من تصحيحها.
عمرهم في وقت بومدين حتى الناس ما كان لهم الكلمه الاولى في اللحمه الجيريان. كانوا لا، المجاهدين زرقيني، شلوفي، العماري، شابو، نزار، بزاف يعني كانوا عندهم مناصب. هذو لم يظهروا على المسرح السياسي، كانوا مساعدين تاع الضباط الحقيقيين اللي هو بولهويشات واسمه اللي كان اول شاف ديتا ماجور بالوصيف وكذا. كانوا هذو هم القيادات، هذو كانوا مساعدين تاعهم، ويحيوي وهذو كل كانوا هم المجاهدين، ولكن الحقيقه هذو كانوا مساعدين تاعهم، لم يظهروا على الساحه كمؤثرين في الحياه السياسيه العسكريه والمدنيه الا بعد وفاه بومدين. انا نشفى سعد بوعقبه، نشفى على محمد العماري اللي كان كابيتان في الوقت هذاك، هو قبطان وكان شاف ديتا ماجور دي جرون طالجي، كانوا تحت امره دي كوموندو دي كولونيل. كان في علي خوجه شاف ديتا ماجور دي جرون طالجي، كان تحت امر الكوموندو علاق. ولكن تحت امر كوموندو علاق مجاهد، ما كانش هو المؤثر. ولكن علاق كان كوموندو تيريتوريال، بصح العماري كان شاف ديتا ماجور دي جرون طالجي. ولكن تحت سلطته، يعني معناها كان المجاهد فوقه، ماهوش هو الاساس. اقعد معنا سعد بوعقبه، نشوفوا منتصر وبطرون ثم نرجع لك. منتصر وبطرون, quelque chose à commenter sur ce que vient de dire Saad Bouaqba avant que nous revenions à l'histoire du coup d'État? Je voudrais peut-être intervenir sur la question des DAF. Oui. Bon, on connaît l'équipe qui a été constituée avec Boumedi dans ce qu'on appelle le Conseil de la Révolution, Salem Tassou Kahras, Saïd Abid, Salah Soufi. Et effectivement, Boumediene a fait appel, il a fait confiance carrément aux officiers de l'armée française, surtout après la tentative de coup d'État de Tahar Sbile. Il a organisé avec des gens de l'ALN, d'anciens, etc., le coup d'État de 65. Après, quand il a senti que son poste était visé, donc il a commencé à se méfier d'eux, et à les écarter et à s'entourer de plus en plus avec les DAF qui sont arrivés carrément aux postes les plus sensibles du pays après. On en parle d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Chadli, avant sa mort, il a même déclaré à Tarf en disant que j'ai commis une faute, je regrette d'avoir fait confiance à un tel et un tel qui sont des officiers de l'armée française. Ceci dit, Boumediene, d'abord, il a mis fin à le mensonge. C'est quoi? C'est dire que l'AMP, c'est le prolongement de l'ALN. On a toujours dit ça, et on dit aussi que la sécurité militaire, quand c'est l'île, t'as le mal. En fait, quand on se rapproche l'ANP, est-ce que c'est la digne héritière de l'ALN, de l'intérieur, ou est-ce qu'elle est la digne héritière de l'armée des frontières? Bon, l'ALN, voilà, on peut dire que le père de l'AMP, c'est Boumediene. Il a été créé, c'est une organisation militaire, moderne, et à vrai dire, l'ALN a été liquidé. On sait que les derniers, les quelques-unes des wilayas qu'il a essayé d'introduire dans l'AMP, et après, la majorité sont sortis dans les premières années. Et puis, c'est une nouvelle institution qui a pris le jeu. Donc, pour ceux qui disent, que je ne pense pas qu'ils se trompent, parce qu'ils disent que Boumediene, il est le père ou le fondateur de l'AMP. Alors, nous allons essayer d'aller un peu vite, Moutassar Boutron. Nous en arrivons au coup d'État de 62, là, oui, après la crise de l'été 62. Comment et pourquoi Boumediene a-t-il pris le pouvoir au GPRA? Pourquoi a-t-il pris le pouvoir et qu'il l'a confié à Ben Bella avant de lui faire ce fameux coup d'État de 65? Mais justement, on a oublié de dire que les crises qu'il y avait à l'extérieur, avec l'armée des frontières, on sait qu'il y a eu de gros problèmes. Il y a eu quand même une évasion d'une armée avec le capitaine Hembli qui se sont rendus, des exécutions, etc. Donc rien n'allait plus. De Gaulle manier les négociations
pour gagner. Et à l'intérieur, les rangs n'étaient pas scellés. Le GPRA a prononcé carrément la dissolution de l'état-major. Ils ont condamné Boumedienne et ses lieutenants dans Mejri, ils sont allés jusqu'à l'Allemagne. C'est à partir de là que quand l'EMG et Boumedienne étaient en face ou en affrontement avec le GPRA, qu'ils ont envoyé Bouteflika justement en prison pour essayer d'avoir une légitimité à travers une personne historique, parce qu'eux, ils n'ont pas d'histoire. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés d'abord voir Boudiaf. Boudiaf était outré, qu'est-ce que c'est que ces officiers qui viennent, etc., alors que le pays est en train de négocier. Aït Ahmed, ils ne l'ont pas vu du tout parce qu'ils le connaissent, ils savent sa position. Donc c'est lui qui a plongé, qui a sauté sur l'occasion. Parce que même les chefs qui sont présents, il était toujours en dispute. Ben Bella a pris le truc. On voit qu'en 62, à la crise, Ben Bella s'allie à Boumedienne. C'est vrai qu'il y avait aussi quelques membres, tels que Farhat Abbas, qui sont allés, parce qu'avant, c'était d'abord l'affrontement entre le groupe de Oujda, JPRA, et après le pouvoir. On sait que ce pouvoir il a été arrêté, comme vous l'avez bien signalé, avec beaucoup de morts, donc les affrontements, etc. Donc ça, c'est pour le premier. Ben Bella, il a mis en avance, Boumedienne et l'armée. Saad a parlé de la constituante, c'était pas en 63, c'était en 62, et la constituante n'a jamais été élue. Elle a été désignée. أول خطأ دارته الجزائر هي لم تعطي الكلمة الشعب. فعلا c'est vrai, on a accédé à l'indépendance dans un climat de guerre civile. Les populations sont sorties début septembre pour crier parce qu'il y avait trop de sang, surtout à l'intérieur. Bon, pour j'ai oublié de... voilà, on ne doit pas tromper les gens. Ces gens, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir. Ils ont même intégré beaucoup de fous moudjahidines. Alors on est d'accord, l'armée des frontières, pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'histoire de cette période, qui fut une période charnière, fondatrice de ce qui allait se passer après, Boumedienne a pris le pouvoir par la force. Boumedienne alliés à Ben Bella ont pris le pouvoir par la force et il y a eu beaucoup de morts. Mais restez avec nous, Montassar Botron. Nous venons d'être rejoints par Boukhalifa Ben Mamar. Merci, Boukhalifa, d'être avec nous. Bonsoir, Jamal. Désolé pour le retard. Bonsoir à nos invités, à nos auditeurs. Oui, je sais, il y a eu des problèmes de circulation. Désolé. Vous êtes journaliste, militant des droits de l'homme. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez du personnage, Boumedienne? Alors, ça veut dire, si on s'en tient à des... moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le système Boumedienne. Oui. Parce que Boumedienne, en tant que personne... il a compté, il était central. Il était vraiment au centre du régime. Il n'y avait que pour Boumedienne. Bien sûr. La différence entre, sur un plan strictement homme ou personne, la différence entre lui et ceux qui ont déclenché la révolution, pour certains, je citerai Aït Ahmed par exemple, Boumedienne est un homme d'ambition. Il n'a jamais été un homme de projet. Le Montassar Botron vient de nous dire qu'il y a des gens qui font l'histoire. Lui a été fait par l'histoire. Il est tombé dans des circonstances qui l'ont laissé émerger. Je pense que quand on est dans l'intrigue, et dans l'ambition, on arrive à prendre un peu certains trains de l'histoire pour s'enorgueillir. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment de travaux d'historiens sur la dimension personnelle. Et puis, on a beaucoup d'éléments historiographiques qui nous manquent concernant son parcours, de ce qu'il a été, pour qu'on puisse... Il y a tout un mythe qui a été construit autour de lui. Donc, surtout, le mythe a été construit après 62 et après 65. Donc, on a assujetti les moyens de l'État pour lui construire un costume à sa taille. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui de Boumedienne, c'est essentiellement ses discours. Il a une verve. Il est un très beau parleur. C'est un tribun. Et il était très charismatique. Voilà. Il a littéralement subjugué les Algériens. Oui, enfin, pas tous les Algériens, puisque... Beaucoup, du moins. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il n'y avait pas sur un plan strictement sémantique, il a voulu ressembler à Jamal Abdel Nasser, oui, mais avec l'envergure en moins.
Jamal Abdel Nasser était colonel, mais il était colonel d'une armée régulière. Il a fait ses classes dans l'armée égyptienne, contrairement au colonel Boumediene. Il a fait partie des officiers libres. Avant d'être un officier libre, il était officier, donc il a suivi un cursus classique. Donc c'est un vrai militaire au sens stratégique et le sens politique. Bon, ça reste l'histoire. Mais Boumediene a été chef d'état-major. Il a fait plusieurs classes, et dont celle de chef d'état-major de l'armée des frontières, enfin d'état-major général de la LN, depuis les frontières. C'est-à-dire que c'est là où ça devient intéressant, c'est de voir comment a progressé le colonel Boumediene. Si on ne parle pas du président Boumediene, mais les paliers de progression que le colonel Boumediene a eu. C'est-à-dire que malheureusement, il faut dire les choses. Il y a un mythe qui a été construit. Boumediene n'a jamais été un combattant de l'intérieur. Saad Bouarba nous dit le contraire. Saad Bouarba, il dit non, ça ne peut pas être. Il ne peut pas avoir été à la tête d'une wilaya sans avoir été à l'intérieur. Moi, je m'inscris en faux contre ça, puisque ça fait partie de la construction du mythe. De toute façon, la construction du mythe va finir par s'écailler avec le temps, puisque beaucoup de témoins de l'époque nous disent, et ils nous le redisent encore, on va reprendre, si vous voulez, même avec un crayon, pour un étudiant de terminale, enfin pour un lycéen en terminale, en classe de terminale, ou pour un étudiant en histoire en première année, c'est très facile de reconstituer le parcours aujourd'hui avec ce qu'on peut avoir. Comment expliquez-vous, Boukhalifa, comment expliquez-vous qu'un homme qui a pris le pouvoir par la force, par la ruse, qui a supprimé des leaders de la Révolution, les a fait assassiner, qui a emprisonné des gens, qui régnait par la force et la répression, qui était très dur, qui réduisait les gens au silence, qui a domestiqué des associations de masse pour en faire des organismes de flicage des populations. Comment expliquez-vous qu'un tel homme ait été tant aimé par les Algériens? Les Algériens de cette époque-là l'adoraient, ils l'aimaient beaucoup. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous sortez de 130 ans d'occupation, de colonisation, c'est-à-dire que nous, on n'a pas vécu ce que nos voisins marocains et tunisiens n'ont pas vécu ce que l'Algérie a vécu. L'Algérie a été blessée, meurtrie dans ses structures sociales les plus profondes. Au sortir de la guerre, à partir de 62, le peuple aspirait à quoi? Aspirait en disant, ça y est, les Français sont partis, on se retrouve entre nous. Mais ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a eu des phases d'épuration d'abord. Il y a eu des phases d'épuration et la conscience algérienne qui devait se construire, parce qu'il y a encore un autre mythe autour duquel il faudra que les gens cessent de construire et de tricoter des choses. L'Algérie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est née d'un processus d'autodétermination. L'Algérie n'est pas le prolongement d'une quelconque dynastie monarchique, dynastie de droit divin, dont on a stoppé le parcours, et puis qui recouvre, d'ailleurs le terme recouvrir sa souveraineté, est un non-sens à mon avis, puisque l'Algérie, telle que nous la connaissons, avec ses tracés actuels, n'existait pas avant la France. Dans ces tracés actuels. Oui. Dans ces tracés. Parce que la France, quand elle a occupé, elle a trouvé quand même un pays, même si c'est sous la régence les structures sociales. Là, il y avait une régence ottomane, avec des petits points qui étaient là. Vous avez le Constantinois, vous avez le Titri, l'Oranie. Tout à fait. Mais l'Algérie, telle que nous la connaissons à partir de jusqu'à Tamarasset, elle n'existait pas. Mais elle est née d'un processus d'autodétermination. Voilà. Et pas seulement d'autodétermination. Moi, je crois qu'elle s'est formée avec la lutte. Bien sûr. Avant l'indépendance. Bien sûr. Elle s'est formée parce que les Algériens s'identifiaient à un même horizon, celui de la libération du colonialisme. Et là aussi, il y a d'autres grands mythes qu'il faut faire tomber à un moment donné. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Oui. Le Parti communiste algérien ne s'est jamais inscrit dans l'idée nationale. Oui, en effet. Les oulémas ne se sont jamais inscrits dans l'idée nationale. Beaucoup d'Algériens croyaient à l'assimilationnisme à l'époque. Vous savez, les mêmes droits que les Français. Je vais vous dire rapidement, Boualem Sansal, dans une de ses interviews, il y a quelques années de ça, sur France Culture, si je me souviens très bien, lui parlait de sa mère. Mais il le disait. Il disait que sa mère, qui vivait dans l'Algérois à l'époque, sa mère était pas Algérie française au sens OS du terme,
Mais beaucoup de ces générations ne croyaient pas à l'idée nationale. Et ça, c'est dans les années 50. Oui, mais les gens aujourd'hui, si vous leur dites ça, ils ne croient pas parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre dans ce contexte d'avant la Révolution où effectivement les choses n'étaient pas toutes noires ou toutes blanches. Oui, mais parce qu'on on est dans le mythe. Donc le mythe de l'idée du seul peuple, on a eu des harkis, on a eu des traîtres, on a eu tout ça. Oui. On a eu des gens, ce n'était pas tout blanc et tout noir non plus. Donc il y a des nuances de gris entre ces deux. Absolument. Donc le mythe se construit. Et l'histoire reste à faire. Mais pour répondre rapidement à votre question, oui. Le bilan catastrophique du système boumediene, parce que je ne vais pas l'imputer à la personne, puisque la personne, il y a un travail d'historien qui doit se faire, qui ne s'est pas fait, à mon sens. Absolument. Les mythes qui ont été construits autour de lui, mais le bilan du système boumediene est catastrophique. Il faut le dire. Alors, nous allons voir quelques images de Boumediene, puis de son épouse, Anissa Boumediene, puis nous reprendrons la discussion. والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل نتاع رجال، اختيار رجال حتى نكون صريحين يعني. هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم ونفتخر به غدا ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأننا نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنالوش بلي رانا سيادك ولا نحن أمراء عليك، ما قلناش بأن احنا أمراء على هذا الشعب، قلنا بلي رانا خارجين من وسط هذا الشعب ونعرف المشاكل نتاعو ونعرف الصعوبات نتاعو ونعرف الإحساسات نتاعو ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء شعب ونحن في خدمة هذا الشعب، وليست ثورة عائلة مالكة. الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، خدامين أحزاب. Si je me réfère, à une époque que j'ai très bien connue et à laquelle d'ailleurs j'ai participé en tant que citoyenne, à l'époque du président Boumediene qui était au pouvoir de 1965 à 1978, lui, il a toujours encouragé l'émancipation de la femme. Il a fait que des femmes qui étaient par exemple des jeunes filles qui étaient au Mzab, qui ne connaissaient pas l'école, aillent à l'école. Il a ouvert les portes de l'université aux femmes et même lors de son dernier séjour, pendant sa maladie en Union soviétique, où la majorité du corps médical à ce moment-là était féminin, il me disait voilà, entre nous, voilà tout ce que je souhaite pour nos femmes. Barakat min mashakil les zina, c'est-à-dire les problèmes de beauté, mais je veux qu'elles soient toutes instruites et qu'elles aient des postes qu'elles mériteront par la suite. Voilà, Boumediene était pour l'égalité entre les femmes. سعد بوعقبة بومدين كان يقول الشعب هو السيد، ولكن احنا نعرفه باللي في وقت بومدين انا نشوف مليح وانت تشوف مليح سعد بوعقبة، احنا تقريبا نفس العمر، كان الشعب ما عنده حتى كلمة، كان بومدين هو كلش، كان ثاني ديكتاتورية، كان اللي يتكلم يترفع، كانت لا سيكوريتي ميليتار اللي يحل فمه صوتها، التصفيات الجسدية اللي يتكلم يقتلوه حتى إذا كان في الخارج. كان بومدين لما يتنقل من بلاد يروح البلاد مثلا نشوف عليه هنا مثلا يجي للقسنطينة ولا الباتنة ولا الطريق كل تتقفل، والبلاد هذيك اللي يزورها
الخدمه ما كانش خدمه، لا الموظفين لا لي زوزين لا المدارس، واحد ما يخدم، الناس كل يخرجوهم للطريق باش يستقبلوا بومدين، تصاور بارتو تصفاق اوبليغاتوار. انا نظن باللي هذه هي اللي كانت، ما كانش الشعب السيد سعد بوعقبه. انا معاك في كل واش قلته، كان موجود هذا وانا شاهد عليه، ولكن اللي كاين موجود ايضا ان خيرة ما هو موجود في البلاد من الاطارات كانت في اجهزه الدوله. نعطيك مثال، البرلمان اللي داروا في 96 وصل حتى المات، هذا في 76 وصل حتى المات، هذا البرلمان كان كي يوقع الرئيس مرسوم ويحولوا البرلمان، يرفضوا البرلمان حتى يهبط الرئيس نفسه للبرلمان، بومدين نفسه يهبط البرلمان باش يقنعهم. هل يحصل هذا الان بعد التعدديه؟ نزيد نعطيك شهاده اخرى، نفس البرلمان هذا لما شكل بعد وفاته شكل لجنه تاع تحقيق في قضيه البازو تاع الاتفاق تاع الغاز مع الامريكان اللي تمت في عهد بومدين، وقرر البرلمان انشاء لجنه تحقيق مع الحكومه. جاء ممثل الرئاسه للبرلمان وقال للمرحوم بيطاط الدستور لا يسمح لكم بتكوين لجنه للتحقيق مع الحكومه. فرد عليه ضب الكلمه نقطه نظام في ذلك الوقت النائب عبد الكريم حساني، وانت تعرف شكون هو عبد الكريم حساني، ضب الكلمه وقال له يا سياده الرئيس قل لي هذا الممثل تاع الرئيس البرلمان الذي يحمي سراق لا اعترف به، هل هناك نائب من الان ينجم يقول الكلام هذا الرئيس الموجود الان المنتخب ديمقراطيين كما راهم يقولوا؟ صحيح ان نظام بوتفليقه كان ديكتاتوري ولكن كان منحاز. ولكن سعد بوعقبه عندي سؤال يطرحوه كل الجزائريين في الحقيقه، قضيه لي فو مجاهدين. لي فو مجاهدين اللي كاين اللي يقول لك بومدين كان يحس باللي لي فري مجاهدين ما يحبوش وما ما سمحولوش كوديتا والشيء اللي داروا في الولايه الثالثه والرابعه. ثم شغل حب الى فولي نويدوا لا ماس دي فو مجاهدين، خلق في وقته هو على كل حال اللي تخلقت قضيه لي فو مجاهدين، يجيب زوج شهود وراك مجاهد اللي خلقوا بالمئات الالاف. وحنا نتساءل كيف في وقت بومدين اللي كانت الصرامه يعني حقيقه ما كانش اللي يتحرك وما كانتش الرشوه كما اليوم، كيف قبل يخلي دي فو مجاهدين يتكونوا بهذا الحجم هذا؟ هذه ايضا مغالطه يا في جمال. تفضل. اللي فو مجاهدين الكميه تاعهم ظهرت بعد وفاته، ظهرت في الثمانينات، وبالتالي نحن نتذكر كيف قبضوا مجموعه نتاع رزمه تاع ورق في الشلف، ممضات اعترافات ممضات وفي سياره في الشلف. في وقته هو لم يكن هناك شيء اللي تقول عليه، كان صح ان حتى الشهداء كانوا لازم يجيب ناس اللي يشهدوا اكثر من واحد، وهذه ايضا موش هو حتى المجاهدين كان باعوا للجهات تاعهم. كاين ماشي يدير على راس كل مجاهد بوليس باه يوقع بطريقه قانونيه، كل اذا كان عين على راس المجاهدين في وقته هو واحد ماهوش مجاهد ولا مشكوك في جهاده ولا كورومبي نقول لك. شكرا سعد بوعقبه، اقعد معنا حتى اخر الحصه. Montassar Obotron, il ne reste plus beaucoup de temps. J'aimerais juste vous poser une question. Au sujet d'un phénomène qu'on reproche à Boumediene, un phénomène à double tranchant. D'un côté, il liquidait physiquement ceux qui lui étaient personnellement opposés. Hein. Ce ne sont pas des gens qui étaient opposés à l'Algérie, Karim Belkacem, Khidr et tant d'autres. Et de l'autre côté, il corrompait les authentiques leaders de la révolution qui s'étaient soumis à lui. Je ne citerai aucun nom, mais tout le monde connaît cette histoire de prêts qui n'ont jamais été remboursés, qui ont été consentis à des chefs de wilaya, d'ex-colonels, d'ex-commandants de la révolution par Boumediene lui-même. Boumediene, il a beaucoup de facettes contradictoires. J'ai dit, voilà, c'est le tueur, le dur, le dictateur. Et d'un autre côté, on trouve Boumediene, l'humain, le pieux, celui qui pleure avec c'est-à-dire les pauvres. On a ça.
concernant les politiques, celui qui lui a fait la tentative de coup d'État à Asbiri, vous me dites, vous pouvez le liquider facilement. Il ne l'a pas fait. Et par contre, il l'a fait pour d'autres. Il a lissé, je peux dire, que ça m'étonne qu'un grand, que je respecte beaucoup, comme Aït Hamed, puisse fuir de la prison de Harras. Donc, il a laissé faire. Il envoyait même de l'argent à certains opposants. Donc, il n'avait pas une conduite, c'est-à-dire cohérente. D'ailleurs, c'est pour ça, comme l'a dit celui qui est intervenu, on manque de attitude sur ces questions. Avant, on a parlé des liquidations, même qu'on dit que Boumediene a tué Khader, il a tué. Ça aussi, c'est pas très juste. C'est plus un système. Merci, Montassoro Abotron. Je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Il ne reste plus de temps. Il reste à peine 2 minutes pour Boukhalifa. Boukhalifa, quelque chose à dire sur ça? Oui, bah, de toute façon, il faut continuer à démystifier. L'Algérien, aujourd'hui, n'a pas besoin de l'image du Mahdi el-Montarar dur et tout. Aujourd'hui, on a besoin de liberté, on a besoin d'une pensée qui se libère du jacobinisme. On a besoin d'une pensée qui ne nous dit pas quelle est la religion de l'État qu'on doit avoir. On a besoin d'un projet politique qui ne nous dit pas quelle langue doit-on avec laquelle parler. On ne doit pas définir l'ethnie d'un pays. Tout ça est important. Et ça, nous le devons au système boumedienne et tout ce qui en tournait autour. Donc aujourd'hui, si on se retrouve avec une devise qui est fausse, qui est complètement fausse et qui est défendue par beaucoup, qui dit la religion d'État et l'islam, la langue arabe et l'islam, ça c'est un problème. Mais c'est l'arbre qui a caché la forêt. On a vécu dans un système de dictature et de dictature très très dure. Les gens l'oublient. On a eu des disparitions. Le fait d'emprisonner un président, aussi illégitime soit-il, pendant 15 ans dans des conditions inhumaines. Le témoignage de la femme, de l'épouse de Ben Bella est édifiant à ce titre. Et moi, je m'inscris en faux contre le parcours de Boumediene aujourd'hui qui fait de lui un révolutionnaire. Or, il ne l'a pas été. On arrive à la fin de l'émission. Juste une question. Oui. Bouteflika était son meilleur ami, disait-on à l'époque, très proche de lui. Boumediene n'a jamais eu d'amis. Oui, mais il était très proche de lui. Or, aujourd'hui, on nous parle de débaptiser l'aéroport Houari Boumediene pour en faire l'aéroport international d'Alger. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je ne pense pas que l'Algérie aujourd'hui dispose de quelqu'un d'une personnalité de Khrouchtchev pour déstaliniser un peu l'Algérie. La déboumédianisation n'aura pas lieu. Ça sera le travail des historiens. Elle n'aura pas déjà eu lieu. Oui, le peuple l'a fait à sa façon. Quand vous allez voir, il n'y a plus de messes, de grandes messes populaires autour du boumedienisme, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez une poignée d'universitaires qui en vivent, qui en rêvent, qui ne sont que le prolongement du nombre, qui ne sont rien. Et c'est une ambition qui est en train de faire pchit, pour paraphraser quelque chose, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de développer. Oui. Mais c'est un mensonge historique que le peuple d'abord a déconstruit lui-même, et c'est aux élites universitaires de faire le travail. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Montassoro Abotron, merci Saad Bouaqba, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. لكل حال ربي يرحم الإنسان هذا الراجل هذا بومدين وربي يرحم عبان رمضان اللي حتى هو مات في نفس النهار يعني le 27 décembre tous les deux. Lui a été assassiné. Lui a été assassiné par ses propres compagnons d'armes, voilà. Malheureusement. بقوا على خير بسلامة.